Bonsoir. Au sommaire de cette édition d'information, les rideaux sont tombés sur la 17e réunion des experts des douanes sous-régionales de l'Afrique centrale. Plusieurs recommandations pertinentes ont été formulées pour renforcer la sécurité douanière. Un pacte vieux de 10 ans réactivé pour protéger les forêts de Ziama et Diéké. La Convention propose une exploitation sélective des deux sites. Conakry, dans sa scintillante robe de nuit, les grands carrefours brillent de mille feux. C'est la fête de la lumière en cette fin d'année. Voilà pour les titres. Madame, monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information. Une édition que nous ouvrons par le conseil ordinaire des ministres et ce résumé que nous propose Mahmoud Bari. C'est sous la présidence du chef de l'État que le Conseil des ministres a tenu sa session ordinaire. 3 points étaient à l'ordre du jour. Au titre du premier point, le président de la République a demandé au gouvernement de prendre en compte toutes les possibilités de financement offertes par nos partenaires au développement dans les grands projets d'investissement pour optimiser l'utilisation de nos ressources internes et alléger la pression sur le budget national de développement, au dire du porte-parole du gouvernement. Le président a rappelé aux membres du gouvernement de favoriser la promotion et la responsabilisation des jeunes fonctionnaires, notamment ceux ayant bénéficié de renforcement de capacités dans le cadre du programme Rajeunir et féminiser l'administration, au dire du porte-parole du gouvernement. Au titre du deuxième point, le Premier ministre a introduit le compte-rendu de la session ordinaire du Conseil interministériel tenu le 20 décembre 2016. Il a informé que le Conseil interministériel a reçu José Souleymane, représentant résident du Fonds monétaire en Guinée, introduit par le gouverneur de la Banque centrale. Le représentant résident a rappelé que l'objectif principal du FMI est la stabilité économique à court terme, la stabilité du secteur financier et l'appui à la balance des paiements à travers divers instruments financiers et le dialogue politique avec les États membres. Le point d'orgue de l'exposé a été la présentation des différentes formes de coopération que notre pays pourrait avoir avec le Fonds après l'achèvement du cycle de revue du programme appuyé de facilité élargie de crédit. Il s'agit de, premièrement, programme suivi par les services du Fonds. Deuxièmement, une nouvelle facilité élargie de crédit. Troisièmement, un instrument de soutien à la politique économique et financière. Le porte-parole du gouvernement a dit que la ministre des Travaux publics a fait un compte-rendu relatif à la mise en œuvre du programme d'urgence d'entretien de la voirie de Conakry et certains axes des routes nationales. La ministre a indiqué que son département et ses services, déconcentrés dans les régions administratives et au sein des 5 communes de la capitale, ont mené une campagne d'identification et de programmation des tronçons prioritaires. Le choix de ces tronçons tient compte des critères suivants: le niveau de dégradation, le degré de fréquentation des tronçons, l'importance des tronçons sur l'économie nationale. Ainsi, les tronçons identifiés sont les suivants: voirie de Conakry, corniche nord de Bellevue jusqu'au port, corniche sud du lycée Matam à UNICEF Guinée, carrefour Constantin au pont de Dabondi, l'assainissement de la cité Plaza Diamond, centre émetteur Caporo, ministère de la ville sur la route du Niger, kilomètre 28 donc, ambassade de France à la banque UBA et de Bessia Aéroport à Matoto. Sur les routes nationales, la route Conakry-Kindia, bien entendu, Kindia-Mamou, Mamou-Dabola, Mamou-Labé, Sérédou-Zérékoré, Kankan-Mandiana et Kankan-Kerouane-Beila. Le porte-parole du gouvernement a noté que le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée a fait une communication relative à la mobilisation d'emprunts obligataires destinés au financement des travaux routiers d'urgence. Il a précisé que le montant de cet emprunt obligataire est estimé à 500 milliards de francs guinéens. Il a rappelé que dans le passé, 2 opérations d'émission d'emprunts obligataires ont eu lieu sur le marché guinéen. La première est celle de 2003, au cours de laquelle la Banque centrale a joué le rôle de garant. Pour cette première émission, le montant était de 40 milliards de francs guinéens à un taux de 14,5% sur 3 ans.
La seconde est celle de juillet 2015. Pour cette dernière émission, le montant était de 400 milliards de francs guinéens au taux de 12% sur 3 ans. Ce montant a été finalement porté à 550 milliards. Au dire du porte-parole du gouvernement, au titre des divers, le ministre de la fonction publique a fait état de la déclaration de l'intercentrale syndicale de l'éducation qui porte sur plusieurs points, invitant le gouvernement à prendre les dispositions pour les satisfaire. Le ministre de l'Enseignement supérieur a évoqué la situation du statut particulier des enseignants et médecins-chercheurs. Hier, le président Alpha Condé était à Kindia, une visite qu'il a mise à profit pour inviter les Guinéens au travail et au renforcement de l'unité nationale. 24 heures après son passage, les jeunes, notamment, se disent réconfortés par les propos du chef de l'État. Ils réaffirment leur soutien au programme de développement du président de la République. Nabi Kamara. Kindia, la région des fruits et agrumes, mais aussi de l'artisanat, notamment la saponification et la teinture. Dans une ferveur populaire, ses fils et filles se sont donné rendez-vous mercredi à la place des Martyrs pour célébrer avec le président Alpha Condé l'an 1 de son investiture pour le compte de son deuxième mandat. Une initiative des jeunes et des femmes de la commune urbaine pour traduire au chef de l'État leur soutien constant à son programme de société. Un programme qui, selon leur porte-parole, a commencé à produire des fruits, même si quelques difficultés existent. Aujourd'hui, la population de Kindia est en crise de beaucoup de choses pour le développement socio-économique. Donc nous avons invité le professeur Alpha Condé voir les réalités et nous aussi à notre tour pour qu'on puisse lui reconnaître l'effort qu'il est en train de fournir de façon générale pour la République de Guinée et plus particulièrement au niveau de Kindia, la ville de Menkakindi Kamara. Cette jeunesse est aujourd'hui consciente de l'acte de développement que le professeur Alpha Condé est en train de poser aujourd'hui pour le développement de la Guinée. Donc étant convaincu de sa politique de développement, nous l'avons invité afin qu'il vienne maintenant prendre contact avec nous les jeunes et les femmes de Kindia afin de le remercier, l'encourager, mais aussi l'exposer des véritables problèmes auxquels Kindia est confronté. Pour les citoyens de Kaniya, le professeur Alpha Condé est une chance pour la Guinée dans son programme de changement. Tout ce que la population de Kindia peut donner à Alpha, c'est de lui donner justement la population. À travers ces actes posés, il a eu à soulager les femmes teinturières, les femmes qui font la saponification, la jeunesse de Kindia. C'est au vu de tout cela, les chefs de quartier, les sous-préfets, tous ceux qui doivent jouer le prépondérant pour développer Kindia. C'est pourquoi aujourd'hui nous sommes à Kindia. Signalons que c'est le 21 décembre 2015 que le président Alpha Condé a été installé dans ses fonctions après sa réélection pour un deuxième mandat de 5 ans. Renforcer les sécurités douanières et moderniser les services, la rencontre de Conakry avait une mission précise. Les douanes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont porté ensemble leurs réflexions sur ces deux volets. La 17e réunion a pris fin mercredi. Elle a abouti à des propositions concrètes que vous allez retrouver dans ce reportage de Carlos Mandialo. Les administrations douanières des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre résolues à renforcer leur partenariat pour contribuer activement au développement des États africains. La rencontre de Conakry, 17e du genre qui a regroupé les experts douaniers des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a permis de rappeler les multiples défis que doivent relever les soldats de l'économie dans les 23 pays représentés à cette réunion. Les administrations de l'Afrique centrale et l'Afrique occidentale ont presque le même problème. Le premier problème, c'est la criminalité transfrontalière. Le second problème, naturellement, c'est la mobilisation des ressources financières pour permettre à nos États de financer leur budget de développement. Il y a également la lutte contre toute forme de banditisme dans les frontières. Donc nous avons dit qu'il fallait examiner tous ces faits pour voir comment passer des barrières aux passerelles. C'est-à-dire comment faire en sorte que le commerce soit beaucoup plus facilité dans nos frontières. Les travaux ont duré 3 jours. Les recommandations appellent la vice-présidence du comité à intensifier ses travaux pour l'ouverture au reste du monde des différentes administrations douanières. Ces dernières sont invitées à devenir plus vigilantes en ce qui concerne la sécurité. La facilitation des échanges est vivement encouragée à travers l'harmonisation des contrôles de nature à soulager les opérateurs économiques notamment.
Nous avons parlé des postes, ce qu'on appelle les PCJ, les postes à contrôle juxtaposé, c'est-à-dire entre deux pays, on fait en sorte qu'il y ait moins de tracasseries. Quand on quitte le Mali pour envoyer des marchandises en Guinée, il ne faudrait pas qu'il y ait un double contrôle. Les douaniers travaillent ensemble et facilitent ainsi les échanges entre les deux pays. Il y a eu également des recommandations en ce qui concerne l'interconnexion des systèmes d'information entre les administrations douanières pour rendre au moins la fluidité dans le commerce international. Il y a eu d'autres recommandations qui concernent aussi les centres régionaux de formation, comment il faut harmoniser les programmes de formation au niveau de la douane et au niveau de la région, et surtout les thématiques qui sont liées actuellement à la gestion du risque. La 17e réunion du comité des experts douaniers de l'Afrique de l'Ouest et du Centre achevée, les regards sont tournés vers la conférence des directeurs généraux qui aura lieu en avril prochain à Dakar. C'est à cette occasion que les recommandations de cette rencontre feront l'objet de validation. Cette conférence bilan du ministre de l'Enseignement supérieur, une sortie pour expliquer les choix du département, notamment sur la question des réformes entreprises cette année. Le ministre Yero Baldé annonce également ses priorités pour 2017. Mamadou Saliouba. 3 jours après sa prise de fonction, le ministre de la Communication est dans les locaux de la radio-télévision guinéenne. Rachid Ndiaye est venu s'enquérir du fonctionnement de la chaîne d'information du pays. Le locataire du département de la Communication a visité les équipements de la radio et de la télévision en rénovation. Autre étape de la visite, la station terrienne de la radio-télévision nationale. Une station en chantier destinée à améliorer la production de la RTG Coloma. Rachid Ndiaye entend donner un nouveau souffle à la RTG. Ce qu'il faut retenir, c'est cette volonté d'entreprendre une nouvelle démarche pour donner une nouvelle visibilité à l'action publique, à l'action gouvernementale, tout en prenant en compte un certain nombre de problèmes techniques qui se posent aujourd'hui aux médias d'État et notamment particulièrement à la RTG. D'où donc ma présence pour voir un peu l'achèvement de ces travaux concernant la station terrienne pour l'alimentation autonome de la RTG qui pourrait dorénavant avoir sa montée satellitaire à partir de Coloma et se décrocher de l'autre site. La RTG, c'est une principale vitrine de l'image du pays à l'extérieur, donc c'est très important pour moi qu'on puisse restituer ce qu'il y a de positif, ce qu'il y a de meilleur pour le pays, en même temps satisfaire un peu les citoyens guinéens sur la visibilité par rapport à un certain nombre d'actions entreprises dans ce pays. Produit du journalisme international, le ministre de la Communication a mis sa visite à profit pour écouter les travailleurs. Une rencontre qui a permis au personnel de la RTG Coloma de rappeler les difficultés qui entravent le bon fonctionnement de la station. La télévision nationale est en train de migrer progressivement vers le numérique et ce passage est souvent accompagné d'aléas qui sont en correction. Avec le minimum de connaissances que nous maîtrisons, nous avons pu exploiter ce qui est déjà installé. Et vous diffusez à l'heure là, tout le traitement se fait en numérique avec les équipements, mais la formation est programmée et les gens seront formés en Chine et ici. Dans 2 mois, le traitement, nous sommes éditeurs de programmes, dans 2 mois, nous serons complètement prêts, nous formons le signal numérique. Maintenant, pour véhiculer le signal numérique à la portée des populations, ça c'est service de diffusion. Maintenant, si ce service de diffusion arrive à couvrir tout le territoire, nous sommes OK. La RTG Coloma a un énorme pari à tenir, celui de la modernisation pour être efficacement au service des citoyens. Le tout nouveau locataire du département de la Communication entend relever ce défi. Nos excuses, c'était plutôt un reportage sur la visite du ministre Rachid Ndiaye pour voir les installations de la RTG Coloma, un reportage qui remonte à quelque temps. Demain, vous pourrez suivre la conférence de presse du ministre de l'Enseignement supérieur, une conférence de presse où il a annoncé les priorités pour 2017. Ministère de la Santé, récemment, le département a été soumis à un audit institutionnel. Les résultats sont consignés dans une nouvelle feuille de route 2017 présenté aux partenaires techniques et financiers, un document de 60 pages pour réformer le système sanitaire guinéen. Maroufba Makemedonzo. C'est un document de 63 pages.
Il résume les recommandations de l'audit institutionnel, organisationnel et fonctionnel du ministère de la Santé pour l'année 2017. Dans ce document, plusieurs dispositions sont prises pour améliorer le système de santé guinéen. À cette présentation, les différents acteurs impliqués ont amendé cette nouvelle feuille de route du département de la santé. Pour pouvoir élaborer les thèmes de référence de cet audit, l'OMS a participé au processus depuis le début jusqu'à la fin. Et ce que nous voulons souligner ici, surtout aujourd'hui, c'est que le leadership et la gouvernance est un pilier essentiel pour le renforcement du système de santé et surtout pour le fonctionnement du système de santé. Ce nouveau guide vise à renforcer la capacité d'intervention des agents de santé sur le terrain. Financé par l'Union européenne et l'USAID, l'élaboration de ce document est perçue par les techniciens et le département comme une bouffée d'oxygène. Nous avons de nouveau prévu une dotation importante pour la santé, 40 millions d'euros les années à venir. Donc nous allons aussi nous adapter dans les façons de faire, comme c'est prévu dans le compact national sur le secteur de la santé. En partie à travers le budget national, en partie à travers la coopération déléguée aussi avec d'autres partenaires. Tout ça entre dans une recherche de la plus grande efficacité, efficience possible pour accélérer le renforcement du système de santé. Au niveau du ministère de la Santé, nous avons constaté que dans la mise en œuvre de ce plan national de développement sanitaire, il y a quand même des défis. Il y a certaines considérations d'ordre organisationnel et institutionnel. Voilà pourquoi nous avons donc commandité cet audit organisationnel et institutionnel qui a été donc supporté par nos partenaires, l'Union européenne et l'USAID. Donc l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, c'était donc encore une fois de partager les résultats de cet audit organisationnel et institutionnel et de revoir ensemble le contenu de la feuille de route. Au cours de ces assises de la 3e session de la coordination du secteur de la santé, plusieurs points sont énumérés. Ils vont permettre au système de santé de jouer effectivement et durablement son rôle, celui d'assurer aux populations des meilleures conditions de soins et de prévention des maladies. Mardi, le chef d'état-major général des armées a rendu visite à ses compagnons d'armes malades alités dans les différentes structures sanitaires de la capitale. Une visite périodique pour dire à ces militaires souffrants qu'ils ne sont pas les oubliés de la Grande Muette. Une visite surtout qui redonne de l'espoir aux malades. Sergent-chef Lamine Sanakamara de la presse militaire. Le soutien moral aux malades est un facteur qui contribue à la dégradation de leur état de santé et entraîne parfois la mort. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées fait le tour des structures sanitaires de la capitale pour rendre visite à ses compagnons d'armes malades alités. J'étais malade, j'étais souffrante, mais maintenant là, je suis très contente. Que Dieu bénisse la Guinée, que Dieu bénisse les Guinéens, que Dieu bénisse les militaires. Que Dieu nous protège, que Dieu protège les chefs. Tout ce que je reçois comme soin, comme motivation, c'est du chef d'état-major général des armées, de la santé des services militaires, c'est au nom du colonel Nabil Soubangoura. Parce que l'homme doit respecter son chef. Et cette hiérarchie, c'est ce qui discipline encore l'armée. Cette action humanitaire du général de corps d'armée, Namouri Traoré, renforce la cohésion au sein des forces armées. Mon général vient tout le temps voir ses patients. Chaque fois qu'il y a un du corps, un militaire, un gendarme, en tout cas tout ce qui relève de l'armée, mon général est toujours présent. Et je crois que cette générosité, elle est extraordinaire. C'est ce que je disais tout à l'heure à mon général. La simplicité, c'est la valeur des grands hommes. C'est vrai, ça ne sert à rien de se lever les épaules. Il suffit de faire œuvre utile. Et je crois que pour tout homme, faire œuvre utile, c'est la meilleure des solutions. Et ça, c'est parce qu'on a une conviction religieuse. L'amélioration des conditions de vie et de travail des militaires constitue une des priorités de l'état-major général des armées. C'est la raison pour laquelle chaque mois, je passe dans
dans toutes les structures sanitaires de la capitale, voir les militaires malades, enquérir de leur état de santé, leurs conditions de traitement. En même temps, aussi passer à la direction générale du service de santé des armées, voir dans quelles conditions le service de santé des armées travaille, parce que c'est extrêmement important, conditions de vie et conditions de travail. Ce geste hautement significatif est aussi une manière pour le chef d'état-major général des armées de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires des hommes en uniforme. Une formation de formateurs en leadership, elle est organisée à l'intention des commissaires de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Plusieurs autres cadres y prennent part. 30 participants au total. Une semaine de cours intenses portant sur la gestion des conflits électoraux. Yassila. Depuis une semaine, 16 commissaires de la Commission électorale nationale indépendante et 15 cadres d'appui à la CENI suivent la formation sur le leadership et la gestion des conflits pour les acteurs électoraux. Il s'agit de doter la CENI des cadres bien outillés dans la résolution des conflits pendant la période électorale. Il y avait deux volets. Il y avait d'abord de former les participants sur les techniques de formation, parce que ces personnes-là sont amenées à être déployées sur le territoire guinéen pour pouvoir conduire eux-mêmes des formations. Donc on a eu un volet sur les techniques de formation. Et puis le contenu même qui est la formation leadership et gestion des conflits électoraux. On a affaire à des gens de la CENI, des commissaires, des directeurs de département, et on a trouvé que leur expertise en matière électorale était quand même très élevée, ce qui nous a mis beaucoup de challenges, mais qu'on a su surmonter. Ces commissaires formés seront tous déployés dans les 33 préfectures pour démultiplier leur formation au niveau des CEPI et des CESPI. Dans notre planification, on avait prévu cette formation, mais ça a été plusieurs fois reporté à cause du fait que les opérations électorales qui nous tenaient étaient encore plus prioritaires que cette formation, mais on s'est rendu compte qu'elle était d'une importance capitale pour nous, les commissaires, les assistants et les chefs de service. C'est pourquoi nous avons tenu en cette fin d'année 2016 à organiser cette formation à l'intention des commissaires, des chefs de service pour nous qualifier de plus. Et je pense au mois de janvier ou février, le EKES propose de faire la même formation à l'intérieur du pays, dans les 33 préfectures. Après, on reviendra à Conakry et nous serons les facilitateurs pour les différentes formations. Cette formation des formateurs de la CENI est organisée par le Centre européen d'appui électoral avec le financement de l'Union européenne. Deuxième titre de l'actualité ce soir, une convention vieille de plus de 10 ans va être réactivée en région forestière. L'accord consiste en une exploitation sélective des forêts de Ziama et Djeke. La campagne de vulgarisation des termes de cette convention a commencé auprès des populations riveraines. Mamadou Alpha Baldé. Dans l'extrême sud de la Guinée, la forêt de Djeke est la deuxième plus grande du pays. Classée en 1946, elle s'étend sur 64 000 hectares. Depuis 2001, cette forêt est dans le viseur de la société Forêt Forte, seul exploitant industriel du bois dans la région. Le projet a repris du souffle, ratifié depuis 2005 une convention entre l'État guinéen et la société Forêt Forte visant à autoriser des opérations de coupe dans des forêts classées et sur le chemin de la concrétisation. Une rencontre entre les communautés environnantes et le département de l'environnement est organisée pour expliquer le contenu de la convention. Et depuis 2005, cette convention n'a pas été mise en œuvre. La première des choses, c'était de prendre des dispositions réglementaires et idoines et tenir compte aussi des standards internationaux pour la mise en œuvre de cette convention. La deuxième conditionnalité, c'était de mettre en place un comité interministériel qui devait faire le suivi et évaluation de cette activité, cette mise en œuvre de cette convention. Nous avons été vraiment très ravis, très satisfaits de cette mission aujourd'hui, parce que toute la communauté est d'accord pour la proposition ou pour la mise en œuvre de cette convention. À l'issue des discussions, ces représentants des populations de Pela,
Bignamou et Djeke Dayomu ont exprimé leur engagement à soutenir la mise en œuvre de la Convention. Mais avant, il y a d'abord des préalables à satisfaire. Notre besoin, c'est de nous faire des hôpitaux, la route, le courant et l'eau, l'emploi de nos enfants. On n'a pas confiance dans ces conditions, parce que 4 plans par hectare, c'est petit. Et s'ils voient devoir 10 plans ou 20 plans dans un hectare, ils vont couper tout. C'est pourquoi on se dit qu'on va les suivre à la lettre. Pour que cette convention soit mise en œuvre, le centre forestier soit un établissement public à caractère industriel et commercial, doté d'une autonomie financière et administrative. Qu'est-ce à dire? Nous avons Ziyama, qui est une réserve de biosphère classée depuis 1981, et Yeke, une forêt classée. Et ces deux massifs sont les plus grandes forêts dont dispose la République de Guinée. Donc, pour qu'une exploitation industrielle se fasse là, il faut nécessairement un contrôle strict et l'application rigoureuse des normes et standards internationaux en matière d'exploitation et d'industrie du bois. Cela veut dire quoi? Il faut nécessairement que les plans d'aménagement soient absolument élaborés. Avec 4 plans coupés à l'hectare, les conséquences environnementales du projet pourraient être limitées. Cependant, il reste encore du travail entre les techniciens du ministère de l'Environnement et la société pour le respect des engagements et éviter la disparition de ce patrimoine protégé depuis plusieurs générations. L'hygiène dans les débarcadères, la Guinée en fait une priorité. Des consignes sont régulièrement données aux pêcheurs du littoral dans le cadre de l'assainissement au quotidien de leur lieu de travail. Et puis, il faut préciser que les bâches offertes par les partenaires ont favorisé l'introduction d'une nouvelle technique d'hygiène. Toumani Kamara. Appuyer la communauté des pêcheurs en vue d'améliorer les conditions d'hygiène dans les débarcadères. L'initiative produit des résultats, notamment dans les transactions des produits de pêche. Les bâches distribuées aux pêcheurs, mareyeuses et fumeuses de poissons ont permis de mettre fin à une vieille habitude qui compromettait dangereusement la santé des consommateurs des produits halieutiques. En 2015, on nous a donné 150 bâches à distribuer dans les différents ports de Conakry et sur le littoral. De ce fait, on a choisi quelques ports, notamment l'Andrea, Temenetai, le débarcadère de Boulbiné, le débarcadère de Bonfi, le débarcadère de Koukoudé, de Taboria et à Kamsar. L'appui du projet a été profitable à notre groupement. Maintenant, c'est sur les bâches que nous mettons le poisson, ce n'est plus à terre. Le projet Goamer, à travers ses 4 composantes, entend aider la communauté des pêcheurs à lutter contre la pauvreté tout en améliorant leurs conditions de vie et de travail. Et les actions menées sur le terrain répondent aux besoins des bénéficiaires. Le projet là, nous le saluons. Nous le saluons vraiment parce que ce projet, d'abord la formation. À chaque fois, ils appellent les pêcheurs, les femmes fumeuses, les femmes marieuses pour des formations. Et cela s'est effectué plusieurs fois. Donc vraiment, on lève chapeau pour ce projet-là, parce que rien ne peut se faire sans la formation. Les activités prévues pour l'année 2016 sont 90% d'exécution. Malgré qu'on a commencé tardivement, on a commencé seulement au mois de septembre. Mais si je prends sur l'indice de gouvernance, ça c'est fini. Sur l'élaboration et la validation des plans de gestion des aires marines protégées, ça c'est fini. Sur les caisses isothermes, c'est vraiment à 99% fini. Pour les chambres froides, c'est à 75% fini. Donc c'est pour vous dire que vraiment on est grandement avancé malgré le retard dans le début de travail. L'autre action importante dans l'amélioration de l'hygiène dans la pêche artisanale concerne les caisses isothermes. Dans les jours à venir, 115 caisses isothermes seront distribuées dans les débarcadères pour faciliter la conservation des produits de mer du lieu de pêche au lieu de débarquement.
L'IRAM des Sigiri, École régionale des arts et métiers. Les travaux autour des grosses œuvres sont terminés. L'entreprise contractuelle devrait livrer l'ouvrage dans 4 mois au moins. Récemment, le ministre de l'Enseignement professionnel technique a visité le chantier. Le point avec Moussa Komara. Le chantier de l'école régionale des arts et métiers de Sigiri a fait allure. Sous le contrôle de l'entreprise SR Farani, les grosses œuvres sont achevées après une année de travaux. Les 13 bâtiments prévus sur le site ont poussé. Les ouvriers travaillent sans relâche pour livrer les clés dans 4 mois. Le chantier, malgré que nous soyons confrontés à certains problèmes du genre naturel, la roche est très dure. C'est ce qui a beaucoup retardé les travaux. Mais après cette étape des fondations, les choses évoluent normalement. Le chantier est approvisionné à temps. Bientôt, nous allons commencer la charpente. La commande est déjà faite. Et bon, il y a 13 bâtiments, l'atelier froid, génie électrique, il y a le magasin général, il y a un restaurant cuisine, il y a un bloc administratif, il y a 2 blocs de salles de classe et un amphithéâtre de 250 places. Nous comptons, s'il plaît à Dieu, dans les 4 mois qui suivent, à rendre le chantier. Pour matérialiser cette ambition, plus de 100 ouvriers sont déployés sur le chantier. Le rêve finit les travaux bien avant les chantiers de l'abbaye, Bokeh et Zérékoré. Séance tenante, le ministre de l'Enseignement technique professionnel les invite à faire un travail de qualité. Les techniciens du ministère et de l'administration contrôle des grands projets et marchés publics saluent le professionnalisme des ouvriers. Le cahier de charge est respecté en ce sens que nous-mêmes, depuis l'implantation de ces ouvrages, nous y veillons régulièrement. En plus, le bureau de contrôle était là au moment de l'implantation. Donc, et la consistance des travaux et les travaux qui sont faits, eh bien, ils sont faits dans les règles de l'art. La qualité des travaux réalisés est appréciable. Le niveau d'exécution des travaux évalué est à 30,27% et le délai consommé est de 33,33%. Bon, tout n'est pas rose, bien sûr, parce que nous n'avons pas sur le terrain le bureau de supervision. Cette absence peut causer d'énormes dégâts dans la suite des travaux pour les autres sites. À Sigiri, les jeunes peinent à bénéficier des avantages des projets miniers. La formation ne répond pas aux besoins du marché de l'emploi. Avec la réalisation de cette école moderne qui sera dotée d'équipements de pointe, l'espoir est permis. Les fêtes de fin d'année, le gouvernorat de Conakry a trouvé une idée qui marche bien pour l'instant, la fête de la lumière. Le projet a été lancé mardi. Tous les grands ronds-points brillent de 1000 feux et la capitale s'est parée de sa plus belle robe de nuit. Moussa Bangoura. Ces jeux de lumière annoncent les couleurs de la première édition Conakry Ville de Lumière. Un événement culturel à dimension nationale avec la participation des artistes vedettes et comédiens de la capitale. Il s'inscrit dans la ferveur des fêtes de fin d'année initiées par le gouvernorat de Conakry. Nous avons été pris par le temps. Autrement, on aurait commencé par illuminer la ville à partir du 1er décembre. Mais pour cause de beaucoup de facteurs, on n'a pas pu être à jour. Mais qu'à cela ne tienne, ce que j'ai vu aujourd'hui, vraiment, se passe de commentaires. C'est une nouveauté, c'est une innovation que nous apprécions, nous soutenons. Nous sommes vraiment fiers, surtout que le lancement a eu lieu dans ma commune. Une première en République de Guinée. Placé sous la présidence des ministres de la Culture et de la Jeunesse, ce concert géant en couleur va permettre à la jeunesse de célébrer la fête de fin d'année dans un mouvement d'ensemble. Conakry, dans les années 60, était la perle de l'Afrique de l'Ouest. Vous le savez. Il faudrait donc qu'on montre à cette nouvelle génération que notre ville, dans son passé, a été une ville d'éclat, une ville de lumière. Et c'est ce que le gouverneur Mathurin est en train de faire aujourd'hui, en train de prouver à la face du monde. Je suis très content et cette grande mobilisation aujourd'hui de la jeunesse de Conakry pour venir fêter ensemble, c'est un moment de joie. Tant on a traversé une année très difficile, une année pleine de beaucoup de
de haut et de bas et de fêter en beauté avec les jeunes de Conakry, avec les populations de Conakry. On ne peut que lui tirer le chapeau et dire félicitations. Cette initiative a salué en fin d'année, comme partout dans le monde, de rassembler les jeunes autour de ces fêtes pareilles pour que les jeunes puissent vraiment puissent être ensemble, parler le même langage et prouver que la jeunesse guinéenne est une jeunesse unie et indivisible. Au lendemain de cette célébration Conakry Ville de Lumière, une entreprise de commercialisation des produits alimentaires vient d'apporter son soutien aux initiatives du gouvernement de Conakry. C'est un important lot de fromage destiné aux enfants de la capitale. Ce don sera distribué à l'occasion des concerts organisés dans les communes pour les fêtes de fin d'année. Rétrospective des faits qui ont marqué l'année 2016. Aujourd'hui, on est avec le ministère de l'économie et des finances. L'économie du pays a eu du mal à démarrer en raison des contraintes internes et externes, mais au prix de maintes réflexions, des solutions appropriées ont pu être trouvées pour faire avancer la machine économique. La Guinée a réussi par exemple à achever un programme triennal avec le FMI et ce n'est pas tout. Sur le plan de l'investissement, 17 projets de développement sont en cours d'exécution. Boubacar Ba. L'année 2016 a eu du mal à démarrer en raison des contraintes internes et externes. Lourd endettement du Trésor à la Banque centrale de l'ordre de 1800 milliards de francs guinéens, baisse du prix des matières premières, attentisme des financements extérieurs associés à la dernière épreuve sur les mesures structurelles et les repères quantitatifs liés à notre facilité élargie de crédit négociée en accord avec le Fonds monétaire. Au département du budget, un document de programmation budgétaire pluriannuel est élaboré. Un cadre budgétaire à moyen terme et un cadre de dépenses à moyen terme se mettent en place pour éviter de naviguer à vue. Au département des finances, le comité de suivi du programme négocié avec le Fonds monétaire définit les règles du jeu pour chaque département dans le cadre des réformes liées aux mesures et repères quantitatifs avec les partenaires étrangers. 15 missions d'assistance technique et de renforcement des capacités enregistrées, suppression des fictifs après le recensement biométrique à la fonction publique, publication des résultats des audits des marchés publics, maîtrise des réserves de change à au moins 3 mois d'importation. À la Banque centrale, l'inflation est restée à un chiffre, mais elle grimpe d'1%, passant de 7,3 à 8,5%. La croissance, elle, est positive, de 2,5%. Elle est à 5,2%. Cette année, le taux de change du dollar par rapport au franc guinéen a grimpé de 6,7%. Le capital pour l'ouverture d'une banque était de 50 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, ce montant est nettement faible pour garder leur autonomie et leur solvabilité. La Banque centrale a décidé de faire passer le capital à 100 milliards. 11 banques sont en règle, 5 sont en infraction, mais toutes ont dépassé les 80 milliards. La mauvaise gestion de la BADAM qui a provoqué sa liquidation est encore dans les esprits. 3 milliards 600 millions de francs guinéens ont été décaissés par l'État pour cette opération. Pour les microfinances, 21 institutions évoluent désormais à travers le pays. 3 établissements émetteurs de monnaie électronique ont été agréés et fonctionnent à la satisfaction du public. Les MOUFA, elles, soutiennent les programmes du gouvernement dans la lutte contre la pauvreté au niveau des femmes et des jeunes grâce à l'impulsion du chef de l'État. En 2 ans, le réseau MOUFA a touché 4000 jeunes avec 86 unités. À la Direction nationale des impôts, la tête de la direction change. Une refonte profonde de l'administration fiscale est engagée. Les réformes se poursuivent par la baisse des exonérations, ensuite sur la création de nouveaux services de fiscalité immobilière, l'identification de sources de recettes, téléphonie industrielle, établissements publics et tant d'autres. L'assiette fiscale passe de 20 000 à 50 000 contribuables. Résultat, 425 francs guinéens, soit 95% des prévisions de recettes ont été réalisées au 28 novembre. Un forum international a été organisé pour mieux comprendre la problématique de la fiscalité. À l'administration douanière, un contrat de performance entre le cabinet et la direction est signé. 5 731 milliards 610 millions ont été mobilisés. Le taux d'exécution est de 102%. La direction déplore cependant le manque de logistique et engins roulants, le manque de vedettes et de radiotransmission pour traquer les fraudeurs véreux. Dans
dans le secteur minier, l'opération engagée dans le toilettage du code minier et les réformes menées ont permis de mobiliser 260 millions de dollars cette année. Signalons qu'au 30 novembre, 60 milliards de francs guinéens sont en instance de paiement au titre de la dette intérieure. La dette extérieure, elle, se situe autour de 2 milliards 800 millions de dollars, dont 400 du côté de la Chine. Le produit intérieur brut, ou la richesse nationale, est un peu plus de 6 milliards de dollars. Comparé à l'année dernière, les investissements publics se sont accrus de 49%, passant de 1956 milliards à 2932 milliards. Des résultats qui ont permis à la Guinée de finaliser avec succès son programme avec le Fonds monétaire international, négocié depuis 2012, d'honorer nos engagements au niveau de nos missions diplomatiques et les organisations internationales, tout en favorisant le développement socio-économique du pays. On s'intéresse également au secteur de la pêche. L'année 2016 a été marquée par la levée de la sanction de l'Union européenne en matière de pêche illicite. C'est l'aboutissement d'une série de réformes menées par les autorités du pays. Alassane Diogobari. C'est le 10 octobre 2016 que la République de Guinée a été effectivement retirée de la liste des pays tiers non coopérants par l'Union européenne. Un retrait qui est le résultat d'un long processus entamé en 2008. Il aura fallu pour la Guinée mettre en œuvre une série de réformes dans le secteur de la pêche, notamment le respect de ses obligations relevant du droit international par la définition d'un cadre juridique adéquat pour lutter contre la pêche INN, imposant surtout un système de sanctions dissuasif. La Guinée établira alors un régime efficace de suivi, de contrôle et d'inspection à travers un plan national doublé de surveillance aérienne grâce à l'équipement du Centre de surveillance de pêche, CNSP, doté d'un VMS opérationnel pour traquer les navires pirates. Autre réforme, et pas de moindre, le réexamen par l'État guinéen de son système d'enregistrement et d'octroi de licences de pêche avec l'introduction des mesures techniques de conservation et de gestion pour garantir un équilibre entre les licences de pêche délivrées, les ressources disponibles et les capacités de contrôle et d'exécution sur le terrain. Autant de mesures de réforme qui ont replacé la Guinée au sein des organisations régionales tout en améliorant sa situation, redonnant ainsi la crédibilité de notre pays au plan international. Cette édition d'information, merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bonsoir et merci de nous avoir suivis.